à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, le débat de l'actu brûlante de la sécurité. Vous le savez régulièrement, et bien dans l'Info à chaud, on prend le pouls des Français sur la sécurité grâce au baromètre Odoxa Fiducial. Alors, pour découvrir ensemble le dernier baromètre paru ce mois de novembre, j'ai le plaisir de recevoir Émile Leclerc, le directeur d'études d'Odoxa. Bonjour Émile. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Mathias Boisard, dirigeant de la branche sécurité de Fiducial, qui est avec nous, comme le veut la tradition, comme d'habitude, en visio, parce qu'il est loin de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Et pour compléter cette Dream Team, eh bien Eric Delpech, vous êtes expert en sécurité intérieure, reconnu. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être là. Émile et Mathias, avec vous, on va donc développer cette étude que nous analyserons tous ensemble, et plus particulièrement avec Eric. Cette enquête qui, je le rappelle, a été réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet les 27 et 28 septembre dernier. Échantillon de 1005 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Voilà pour ce sondage. Et je vous propose d'ouvrir avec les principaux enseignements du baromètre, puis de nous focuser ensuite sur les sujets concernant la sécurité privée dans le cadre du continuum de la sécurité qui nous est cher sur ce média. Pour 87% des Français, l'insécurité a augmenté en banlieue ces dernières années. Banlieue de plus en plus touchée, selon eux, par les trafics de drogue, les dégradations de biens publics, la délinquance et les trafics d'armes. Voilà peut-être le chiffre le plus important, mais si, avant de détailler chacun d'entre eux, on pouvait faire un petit résumé de ce qui est ressorti de ce sondage. Si on faisait un peu la big picture, comme on a coutume de dire, c'est une préoccupation importante de la population française. Le sujet des banlieues est devenu un sujet majeur quand on parle de sécurité. Ça préoccupe. Cette enquête, elle a été réalisée avant ce qui s'est passé à Crépol. Donc on peut penser qu'encore aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, les choses ont encore empiré dans l'opinion française. Donc c'est un sujet majeur pour les Français et on va voir qu'ils sont en attente de mesures concrètes, efficaces surtout, que ce soit de la part des pouvoirs publics comme de la part de la sécurité privée, par exemple. Mathias Boisard, justement, pour compléter ce résumé global de ce résultat de sondage, avant de rentrer dans le détail. Alors, moi, je constate que ces résultats, ils sont pas une surprise, hein, ils s'inscrivent dans le temps. On voit une progression de sentiments d'insécurité, en particulier dans les quartiers dits prioritaires. Peut-être qu'on abordera ensuite le sujet des causes, mais en tout cas, sur la perception, il n'y a pas de surprise. Je pense néanmoins que ce sentiment d'insécurité, il cristallise là sur la criminalité, mais il la dépasse largement. C'est un élément du débat sur la vie dans les quartiers, et il y a beaucoup d'autres sujets à aborder. Trafic de drogue, dégradation de biens publics, ça préoccupe les Français à 91%, délinquance à 89% et trafic d'armes. Tout ça, je dirais, va ensemble. C'est une espèce de pot pourri, c'est le cas de le dire. C'est ça. On va revenir rapidement peut-être sur le chiffre global que vous avez cité tout à l'heure. 87% des Français considèrent que la sécurité est de plus en plus mauvaise dans les banlieues. Ce qui est intéressant de noter aussi sur un sujet comme ça, c'est que traditionnellement, quand on parle de sécurité, c'est surtout une préoccupation à droite. Des sympathisants de droite, des gens qui votent pour des partis de droite. C'est traditionnel, ça. C'est traditionnel. C'est toujours le cas, puisque vous êtes à des niveaux qui dépassent même les 95% auprès de ces partis. Mais ce qui est relativement nouveau dans l'opinion, c'est que c'est aussi une préoccupation majeure à gauche. Vous avez aujourd'hui 67% des sympathisants de la France Insoumise qui considèrent que la sécurité va de plus en plus mal en banlieue. C'est aussi un sentiment qui est largement partagé par les jeunes. Et ça, c'est assez nouveau dans l'opinion française ces dernières années. Le sujet des banlieues n'est plus une préoccupation importante pour la droite, c'est aussi une préoccupation pour la gauche. Et vous l'avez dit, tout va de mal en pis, que ce soit pour les trafics de drogue, les dégradations de biens publics, la délinquance, les vols et les cambriolages et les trafics d'armes. Vous êtes à 90% des Français à chaque fois qui considèrent que les banlieues sont de plus en plus touchées par ces sujets-là. Donc c'est quelque chose de général, c'est pas uniquement le trafic de drogue, c'est la délinquance aussi, c'est beaucoup de choses qui préoccupent les Français sur la question de la sécurité en banlieue. Eric Delbecq, justement, sur ces premières statistiques, qu'est-ce qui leur sort pour vous ? Que le travail structuré met des mots, met des chiffres, rend compte de ce que spontanément les gens ont tendance à penser, de ce qu'ils peuvent dire,
de ce qu'on entend sur le terrain lorsque on s'y promène beaucoup, de ce que disent les forces de sécurité, policiers, gendarmes, un certain nombre de magistrats également, ce que disent les services publics, puisque bien évidemment on voit monter en flèche les agressions verbales ou même physiques dans les services publics. Sur les maires, entre autres, on l'a vu. Oui, mais pas que. Moi, j'insiste sur le fait que, bien évidemment, on le voit, les agressions qui ont de plus en plus cours sur les élus, de manière générale, pas simplement sur les maires, et les conseils municipaux, sur les élus. Mais il ne faut pas que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. Les élus s'intègrent dans un continuum, pour employer le mot, mais un peu différemment de d'habitude, qui est celui des services publics, de la sphère politique, étatique, administrative. Et il n'y a pas que des policiers, des gendarmes, évidemment ça fait partie du sujet, qui connaissent des refus d'obtempérer, qui connaissent des conditions d'exercice de plus en plus agressives de la part de certaines personnes. Ça concerne l'ensemble des administrations qui sont touchées. On se rappelle aussi de cette pauvre infirmière qui a été poignardée il y a de ça quelques mois maintenant. Donc oui, on voit bien que ça traduit une réalité. Les pompiers aussi. Les pompiers, bien sûr, médecins aussi. Médecins, pompiers, enfin voilà. Alors l'autre chiffre qui nous interpelle, c'est l'avis des Français sur la politique du gouvernement et sa façon d'agir. Et oui, on les a interrogés alors, sur différents critères qu'on a évoqués tout à l'heure, que ce soit la saisie d'armes illégales, le contrôle d'arrestation des trafics de drogue et les fermetures de points de deal. Et là, systématiquement, vous avez à peu près 7 Français sur 10 qui nous disent « je suis insatisfait de la politique menée par le gouvernement sur chacun de ces sujets ». Et ce qui est intéressant de noter aussi, et ce qui est assez rare, c'est que même les sympathisants de la majorité, donc les gens qui votent pour Emmanuel Macron, eh bien, sont 1 sur 2 à se dire insatisfaits. Et ça, c'est extrêmement rare dans les enquêtes. Vous avez systématiquement, quel que soit le sujet qu'on va investiguer, on se rend compte que les sympathisants de la majorité votent comme un seul homme, d'une certaine manière, pour le gouvernement, sont toujours d'accord avec les mesures, soutiennent systématiquement, sont systématiquement satisfaits. Et là, sur ce sujet-là, on voit qu'il y a quand même un motif d'insatisfaction qui est très fort. Et ça, même uniquement par pur intérêt électoral, ça doit quand même alerter le pouvoir aujourd'hui en place. Mathias ? Je pense sur cet aspect de la place des forces de l'ordre et des autorités, il y a 2 aspects qui sont vraiment visibles des habitants des quartiers. C'est la faible présence, je dirais, la faible implantation de la police dans les quartiers en fait, dans lesquels l'insécurité est la plus grande. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, qui est lié, c'est la distance entre les forces de l'ordre et les habitants, le temps de réaction, le temps d'intervention qui, évidemment, participe au sentiment d'insécurité. Eric ? Compléter sur ce chiffre ? Oui, il y a un point qui me paraît intéressant, justement, sur le fait que les sympathisants de la majorité en place ne soient pas totalement raccord, à l'unisson du gouvernement. Ça me semble traduire aussi le fait qu'il n'y a pas une voix totalement homogène du gouvernement. C'est-à-dire que selon ce qu'on considère, c'est-à-dire le discours, les propositions, l'attitude du ministre de l'Intérieur ou de la Première ministre, on n'a pas exactement la même doctrine de sécurité. Je pense que les électeurs le voient et que il me semble que globalement, et moi c'est comme ça que j'interprète le fait qu'ils ne soient pas totalement satisfaits, ils sont davantage dans une perspective qui donnerait raison à Gérald Darmanin qu'à Elisabeth Borne, dont on voit bien qu'elle est un petit peu rétive, et dont les propositions qu'elle peut semer de temps à autre ne sont pas assises sur une crédibilité technique totale. Si vous voulez, je vous donne un exemple concret qu'on a vécu récemment après Arras. C'est le fameux bouton poussoir fixe dans les écoles, dont on conçoit bien qu'il peut présenter quand même quelques difficultés et qui va multiplier les fausses alertes, alors même qu'on vit une période dans laquelle on a eu beaucoup de fausses alertes. On sait ce que c'est qu'un enfant, un adolescent. On voit bien combien on pourrait avoir de fausses alertes sur ce type de dispositif, parce qu'effectivement, ça pourrait être rigolo d'appuyer dessus. Ouais. Donc, on voit bien que d'un côté, voilà, il y a des choses qui ne sont pas totalement cadrées et que ça traduit également une différence de point de vue entre plusieurs ministères. On pourrait faire le même genre de petite démonstration entre Beauvau et la justice. Donc je pense que si on descend
un peu plus dans la granularité, on se rendrait compte que, un peu confusément, mais pas tant que ça, les électeurs et surtout les sympathisants de la majorité doivent le sentir et ne pas être à l'aise avec ça. Alors justement, Mathias, tout à l'heure, vous évoquiez les causes. Là, on sent discordance au sein même du gouvernement, mais ce n'est pas la seule raison, et puis il y a des raisons plus anciennes. Pourquoi on en est arrivé là? La question s'adresse à moi. À vous tous. On en est arrivé là pour des raisons qui me paraissent justement pas conjoncturelles. Et c'est le plus difficile, ou en tout cas tenir ce discours-là est difficile. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une situation qui est inquiétante, pour ne pas dire préoccupante, et que l'ensemble des causes qui l'ont générée ont à peu près 30 ou 40 ans d'ancienneté. Donc ça veut dire que donner des solutions de manière très rapide est en partie illusoire. Encore une fois, prenons des exemples. Restaurer la fluidité de la chaîne pénale quand on a des centaines, voire des millions de procédures qui sont engorgées, qu'on a sans doute, très certainement même pas assez de places de prison, qu'on a une philosophie pénale qui fait qu'au lieu de condamner rapidement à des peines courtes pour éviter le sentiment d'impunité et la récidive qui ne serait pas punie, et en fait arrêter avec le fait de voir des gens revenir devant les magistrats 10 fois avant d'être condamnés, et là pour le coup à des peines plus longues, ce qui n'est pas non plus forcément satisfaisant. Rétablir ce genre de dispositif, ça se fait pas en 5 minutes chrono. Quand on a des... Parce que c'est ça qu'il faut dire, hein, on emploie le vocabulaire de banlieue pour ne pas employer un autre qui sont les territoires perdus de la République. Reprendre ces territoires, avec quels critères, quels facteurs critiques de succès? Qu'est-ce qu'on appellerait reprendre un territoire perdu de la République? Ça se mesurerait à quoi? Notamment à la présence des services publics, notamment effectivement au fait que, mais pas que, la police et la gendarmerie les réinvestissent ces territoires, ce qui irait aussi un peu mieux pour les conditions d'intervention et la rapidité d'intervention. Alors tout ça, ce sont d'excellents chantiers, mais on voit bien qu'ils vont prendre du temps et qu'ils ne vont pas être réglés en quelques mois. Émile et Mathias, justement, est-ce qu'on a une remontée chiffrée des Français concernant les causes? Alors, ce n'est pas une question qu'on a posée dans cette enquête-là. Ça vous est arrivé dans le passé? Il y a eu des enquêtes qui démontrent... Alors, il y a à la fois des causes structurelles qui, par exemple, peuvent évoquer la construction des banlieues avec des grandes barres d'immeubles qui ne sont pas forcément faciles à gérer en termes de sécurité. Vous avez des questions d'éducation, donc ça, c'est pour remonter dans le temps. Et puis, sur du court terme, là, pour le coup, on a des réponses. Mathias en parlait tout à l'heure. Il y a la question de la présence des forces de police dans les banlieues. Il y a un sujet qui est largement approuvé par les Français, hein, c'est renforcer la présence de la police de sécurité du quotidien. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait mis de côté ce qui s'appelait à l'époque, il y a des mois, la police de proximité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les Français apprécient beaucoup, cette idée d'une police qui est présente au quotidien. Ça avait été beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy. Donc, cette idée de réinvestir par les forces de l'ordre, pas forcément sur le volet purement sécuritaire, mais la présence au quotidien, voir des forces de l'ordre, eh bien, ça renforce le lien avec la population. Voilà, le lien avec la population, une meilleure connaissance du terrain, c'est un sentiment de sécurité. Parce que là, dans le sondage, on se rend compte qu'il y a 85% des Français qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre dans les banlieues. Donc c'est un chiffre qui est massif. Là, c'est un consensus total dans la population. Donc il y a des raisons évidemment structurelles et qui sont compliquées à modifier, mais il y a aussi du court terme, du conjoncturel, sur lequel on peut, à mon avis, agir. Et ça, les Français soutiennent ces idées-là. Il y a une autre idée qui est très largement soutenue, c'est construire des commissariats au milieu des quartiers sensibles. 77% des Français considèrent que c'est quelque chose qui serait efficace pour améliorer la sécurité en banlieue. Et puis, il faudrait rénover autrement l'urbanisme des quartiers, soutenir davantage les associations locales. Et il y a un élément sur lequel ils sont très partagés, c'est mettre en place des rues privées. Certains évoquent cette idée-là, qui sont fermées, c'est totalement sécurisé. Des mini-ghettos. Ça ne plaît pas trop aux Français. Ouais. Donc voilà pour des mesures de court terme qui pourraient fonctionner à leurs yeux. Mathias Boisard, pour ajouter sur justement ces causes et ces mesures souhaitées par les Français. Bon, je pense que là, on voit là sur le plateau qu'en termes de mesures, la dimension locale est absolument nécessaire et elle est perçue comme telle par les personnes qui habitent dans ces quartiers. Donc ça, c'est clairement un angle de la réponse à favoriser. Je pense aussi qu'il faut adapter cette réponse à l'évolution de la criminalité. Alors là, ce qui ne ressort pas directement de ce sondage, mais
les statistiques disponibles montrent néanmoins que la criminalité, elle a évolué, disons, ces 40 dernières années. Hein. Les homicides, par exemple, ont largement baissé par rapport à, bon, si on regarde la période des années 60 aux années 80. En revanche, les coups et blessures ont augmenté. Les insultes, les brimades ont augmenté. Probablement qu'avant, elles n'étaient même pas répertoriées, donc on ne les trouve pas dans les stats. Mais on voit que les manifestations de l'insécurité ont évolué et il faut que les réponses y soient adaptées. C'est un facteur, il me semble, important à prendre en compte. Avec Delbecq, le renforcement justement des forces de sécurité publique, police, gendarmerie au quotidien et la construction de commissariats au milieu des quartiers, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut aider à reconquérir ces territoires perdus? Que ce soit une bonne idée, j'en suis certain. Ouais. Mais encore une fois, là aussi, il y a une latence. Hein. On ne construit pas un commissariat au milieu des quartiers en 5 minutes. Ouais. Entre ce qui est un budget de fonctionnement et un budget d'investissement, il y a un peu de la marge. Et la tendance n'était pas récemment de donner multitude d'argent pour des projets d'investissement. En tout cas, ça dépend à qui. Et même si on a cet argent, effectivement, ce ne sont pas, je le répète, des mesures totalement immédiates. Et même reconstruire, ce qui était une excellente idée, la police de proximité, ça ne se fait pas comme ça, y compris parce que le fonctionnement des effectifs de police, c'est quand même pas aussi souple que cela. Et ça veut dire aussi qu'une police de proximité, elle doit être formée. On a bien vu dans le passé, notamment au moment des Gilets jaunes, qu'il ne fallait pas confondre des gens qui avaient une activité de sécurité publique et ceux qui avaient une activité de maintien de l'ordre. C'est pareil. Faire de la police de proximité, c'est une toute autre approche que faire partie d'une CRS, d'un escadron de gendarmerie mobile ou d'une BAC. Donc encore une fois, tout ça, oui, ce sont d'excellentes mesures ou propositions, mais il y a un temps de la mise en œuvre. Donc ça veut dire que si on veut répondre à un niveau d'anxiété très fort, on le constate des Français, dans un premier... Alors déjà, il faudrait mettre en route tous ces chantiers, parce qu'on sait que ça prend du temps, et puis il faudrait sans doute avoir une petite... action coup de poing, et sur un certain nombre de territoires qu'on choisirait parce qu'on les jugerait particulièrement complexes, agréger des forces avec un effet final recherché, comme on dit, très très clair, et faire en sorte que ces forces essaient de réaliser des actions emblématiques. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est ce qu'il faudrait faire si on voulait un résultat immédiat, tout en lançant effectivement des chantiers. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est ça le défi du ministère de l'Intérieur. Le risque de l'action de très court terme, qui ne serait pas forcément une mauvaise idée, c'est que la population ait le sentiment finalement que c'est un coup de communication et que rien n'est mis en place sur le long terme. Donc il faudrait que les deux s'articulent parfaitement avec une réponse de court terme et une réponse de moyen ou long terme. Et puis c'est surtout un problème qui nous dépasse bien évidemment, mais on est aussi là pour mettre à jour des choses que peut-être on ne dit pas suffisamment. N'est-ce pas? Oui, on est là pour le dire. Voilà, c'est qu'on s'est mis dans ce pays dans une situation des contradictions complexes dont il va falloir se sortir. Précisément ça, c'est-à-dire que les mesures de long terme qu'on n'a pas prises depuis un certain temps vont bien évidemment conduire les politiques à un grand écart et que forcément, tenir la barre des mesures structurelles tout en prenant des mesures conjoncturelles qui ne soient pas uniquement perçues comme un coup de communication, fait que nos compatriotes vont avoir un tout petit peu de mal, en tout cas pendant un certain temps, à totalement être convaincus par la sincérité du politique. Et il va falloir que le politique admette le fait que la population n'ait pas totalement confiance et qu'il y ait un niveau de défiance par rapport aux mesures prises. Et il va falloir que les responsables politiques l'entendent. Va-t-il en prendre le risque? C'est toute la question qui se pose. Sinon, on fera des choses totalement cosmétiques, mais on pourra se retrouver dans quelques mois sur ce type de mesures de l'opinion publique et on se rendra compte finalement que l'on n'a pas beaucoup progressé. Alors sans vouloir spoiler la suite, ça veut dire que bien évidemment, dans ce que l'on peut faire de plus intelligent aujourd'hui, on sera dans le continuum de sécurité intérieure et dans les logiques partenariales entre les forces de sécurité publique nationales, d'autres forces de sécurité publique qui ne sont pas nationales, des acteurs privés, etc. Ça tombe bien, vous me tendez la transition. Magnifique transition. Nous faisons un duo de claquettes. C'est la place de la sécurité privée. Il y a des statistiques très intéressantes qui ressortent de ce sondage. Est-ce qu'elles diffèrent des précédents sondages? Alors, sur
la question qu'on a posée particulièrement, c'est la première fois qu'on la pose. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, on pose depuis 2016 que ce baromètre existe au Doxa Fiducial, on pose des questions sur la place de la sécurité privée. Et ce dont on se rend compte, c'est que les Français attendent qu'elle prenne de plus en plus de place. Ils approuvent de plus en plus les idées de on met de la sécurité privée ici ou là. Donc, si je résume, le continuum de sécurité qui va des forces de l'ordre public aux forces de sécurité privée, il est de plus en plus approuvé par les Français. Et là, en l'occurrence, sur la question des banlieues, puisque c'est une question spécifique qu'on a posée, on a proposé 4 mesures et toutes sont largement approuvées. Déployer des systèmes de vidéoprotection pour surveiller l'extérieur des immeubles. Vous avez 83% des Français qui approuvent cette idée. Déployer des systèmes de vidéoprotection dans les immeubles. Là, on est à 79%. Poster des agents de sécurité dans les halls d'immeubles pour éviter qu'ils soient occupés, 69%. Et utiliser des drones pour surveiller les cités ou les immeubles dangereux, on est à 68% aussi. Donc, on voit que c'est très massif, c'est une idée. Le recours à la sécurité privée est largement approuvé par la population française. Eric, il y a une grosse évolution, là, justement, du sentiment du Français en ce qui concerne la sécurité privée, aussi bien la sécurité privée électronique que humaine. Oui, tout à fait. Sans doute parce que progresse dans la population de manière générale. Alors chez les professionnels, c'est déjà le cas, mais dans la population, parce qu'elle y est confrontée, et que les forces de sécurité intérieure ne le cachent pas, le disent, on ne pourra pas répondre à tous les besoins, et y compris les entreprises, les associations, les fédérations de sport. Vous avez un tas d'acteurs qui comprennent bien qu'on n'aura pas, ou pas beaucoup plus, de policiers et de gendarmes. Donc plutôt que de dire on va grossir les effectifs, on va plutôt réarticuler les missions et apprendre aux gens à travailler les uns avec les autres, ce qui n'est pas gagné. Mais on voit bien en tout cas que la solution est là. Et deuxième point, l'articulation de l'humain avec les technologies. Mais quelle technologie ? Avec quel cadre non seulement légal mais éthique, donc quelle acceptabilité sociale, et avec un principe qui me semble assez sain, que la technologie vient maximiser ce qui relève d'abord de l'humain et du procédural et non pas s'y substituer. Parce que sinon, ça produira des effets non seulement pervers, mais beaucoup d'inefficacité. D'accord. Mathias Boisard, justement, pour ces premiers chiffres concernant la sécurité privée, qu'est-ce qu'on peut... Je me réjouis de voir qu'on compte sur nous, sur la sécurité privée. Et la sécurité privée a clairement la capacité d'assister, de collaborer, de poursuivre l'effort des autorités. Une de ces caractéristiques, et qui répond à un des sujets qu'on soulevait juste avant, c'est que la sécurité privée, elle est dans sa dimension humaine notamment, elle est locale, elle est vraiment dédiée à une situation spécifique, elle est sur mesure. Donc, par contraste avec l'intervention des autorités. Donc là, il y a une vraie complémentarité qui est envisageable sur la partie humaine. Et puis sur la partie électronique, évidemment, hein, on a des précédents et que nous, on met en œuvre au quotidien dans notre activité pour nos entreprises clientes. Les alarmes, les caméras, tout le travail qu'on peut faire à distance est très efficace. Maintenant, dès lors qu'on parle d'activité à destination du public, c'est la réglementation qui doit être mise à jour et qui doit permettre de donner sa pleine efficacité à ces mesures. Et aujourd'hui, il y a encore un travail. On sait tous que d'un point de vue culturel en France, on est en train de progresser chacun à son rythme du monopole étatique d'où on vient vers un partenariat public-privé qui est, je pense, on le sait tous, là où on doit arriver à terme. Mais ça prend du temps. On sent qu'en 2023-2024, le citoyen est totalement converti à l'idée que la sécurité privée doit prendre part à la sécurité globale de la France, donc aux côtés de la sécurité publique. Moi, j'élargirais encore un peu le débat. Bien évidemment, il y a la sécurité privée, mais qui dit continuum de sécurité dit aussi, par exemple, police municipale. Et là, on n'est pas dans la sécurité privée. Bien sûr. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment attaché à cette idée de continuum de sécurité intérieure. C'est également des grandes entreprises qui ont des services internes de sécurité. Ça serait également des services publics qui, je le crains, devront de plus en plus recourir au système que la SNCF a mis en œuvre de la SUGE, c'est-à-dire d'une forme, entre guillemets, de police interne du rail. Et je crains que dans les services publics, ce soit un petit peu
l'avenir. Je dis je le crains parce qu'au départ, c'est quand même un modèle de société qui ne devrait pas être nécessaire. Y compris les associations, les grandes associations, dès qu'elles organisent une manifestation, elles doivent prendre un certain nombre de mesures, j'allais dire, un petit peu plus fortes. On parle des événements sportifs, je crois que c'est un petit peu à la mode. Ouais. Et même quand on le voit avec ce triste exemple de Crépol, même la moindre activité festive aujourd'hui doit faire l'objet d'une évaluation attentive et savoir si on va y mettre un agent, 2 agents, 3 agents, 4 agents, lesquels, quelle qualité, parce que la sécurité privée, comme aurait dit Malraux, c'est aussi le métro à 18h. Et de ce point de vue-là, il faut avoir des prestataires, des structures qui ont donné toutes les garanties. Et bien évidemment, tout le monde n'aura pas des grosses structures, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir fiducial ou d'autres. Il y a aussi des toutes petites entités sur lesquelles il faut s'interroger s'ils sont en mesure ou pas de fournir le service. Il va falloir, et pour avoir été le directeur sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat, je connais un peu le sujet, revoir, et je n'ai pas forcément le même avis qu'à l'époque exactement, les conditions d'attribution des autorisations pour les gardes armés privés, dans quelles circonstances. Il y a un chantier qui est énorme. Le chantier de la formation, il reste énorme, parce qu'on voit encore des choses dans le milieu de la sécurité privée sur les carences en matière de formation qui sont graves. Et je pense que l'État, la première manière dont il doit réguler, c'est d'être encore plus ferme sur ces questions de formation, parce que là aussi, c'est quand même encore particulièrement discutable. Donc les Français, ils auront d'autant plus confiance qu'ils verront que le dispositif est fortement structuré. Moi, je crois que la question n'est pas de savoir si on a affaire, alors bien évidemment, sur les choses les plus régaliennes, bien sûr, qu'on veut des policiers, des gendarmes et des forces nationales, mais pour un certain nombre de choses plus modestes, la question, c'est pas de savoir si on a un policier municipal, un agent de sécurité privée, si on a quelqu'un en qui on a confiance, qui est bien formé, qui nous rassure, qui apporte toutes les garanties d'un professionnel de sécurité, que ce soit dans les compétences, les sanctions encourues, les attributions. Je rappelle aujourd'hui que dans un bon nombre de cas, un agent de sécurité privée, en plus quand il n'est pas forcément le meilleur des meilleurs, il a un cadre d'action qui est extrêmement restreint, et il a des organisations qui n'ont pas toujours, quand elles sont petites, je ne parle pas des groupes du CAC 40, toutes les consignes qui vont bien le cahier des charges, etc. Et j'en finirai par dire qu'il y a aussi un autre, si on reste sur le cas des banlieues, un autre acteur qui est structurant, c'est quelle stratégie de sûreté des bailleurs sociaux, qui ne sera pas la même que celle des particuliers et de la personne qui veut faire surveiller sa maison. On va en reparler dans un instant, mais tant que tout ça n'est pas structuré au sein de la sécurité privée, eh bien, on voit des choses assez étonnantes qui ressortent dans le sondage. C'est l'importance de l'entraide, du voisinage. Oui, c'est presque dommage. C'est fou. Ce que vous disiez à l'instant, c'est que ça ne devrait pas être normal. Mais on a posé la question aux Français dans cette enquête en disant que dans certains quartiers, vous aviez des collectifs de voisins qui s'organisaient. Genre, la première chose, c'est que vous avez 85% des Français qui les comprennent. Et on a même la moitié qui dirait que s'ils étaient concernés, ils pourraient très bien y participer aussi. Donc il y a une certaine empathie avec ces collectifs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils approuvent totalement cette idée, puisque pour certains, ils sont 71% à dire que ça pourrait quand même dégénérer avec des gens qui pourraient faire justice eux-mêmes. Donc ils les comprennent d'une certaine manière, il y a de l'empathie avec eux, parce que finalement ils sont démunis. Mais par contre, il y a une vraie crainte, et donc ça prouve d'une certaine manière qu'il y a besoin soit de forces publiques, soit de forces privées, mais en tout cas qu'il y a besoin d'une sécurité qui est structurée et qui soit complètement différente du citoyen lambda, dont ce n'est pas le travail, évidemment. Mathias Boisard. Sur ce dernier point, une forme de, je pense que ça, à nouveau, ça traduit vraiment le besoin de proximité, puisque si les personnes finissent par s'organiser par elles-mêmes et s'auto-protéger, ça montre que la distance est pas trop importante. Pour le commentaire qui a été fait avant, on voit très bien que le régulateur de la sécurité privée, qui est le CNAPS, a en cours effectivement beaucoup de travail, puisque plusieurs des points qui étaient soulevés par Éric pourraient entrer dans le champ de l'action du régulateur de la sécurité privée pour ajouter la probité, notamment dans le secteur de la formation. Ça a été fait récemment par des mesures réglementaires. Donc il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Mais effectivement, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Je pense qu'il faut noter aussi le fait qu'on a dans la sécurité privée
certain nombre de nos effectifs qui eux-mêmes sont issus des quartiers dits prioritaires. Là, je pense qu'il y a aussi une idée intéressante, parce qu'on sait qu'il ne s'agit pas seulement de construire des commissariats de police en plus, parce que vous l'avez noté vous-même, il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité qui se manifeste de plus en plus. Mais là, on a également des personnes qui participent à l'exercice de l'autorité, qui sont elles-mêmes issues parfois de ces quartiers. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on peut capitaliser également. Mais il faut noter aussi qu'il y a un sujet autour de l'autorité qu'on veut donner ou pas à la sécurité privée. Aujourd'hui, le manque d'autorité nécessairement limite l'action. Après, il y a aussi le sujet des ressources, dès lors qu'on rentre dans la sphère privée, qui se pose aussi. Alors justement, à propos de moyens, pour terminer sur les agents de sécurité privés, Eric, vous êtes fan de super-héros, semble-t-il. Vous avez d'ailleurs écrit le livre « Les super-héros pour les nuls ». Quel super-pouvoir, quel super-pouvoir, ou tout simplement pouvoir au pluriel, on devrait donner prioritairement aux agents de sécurité au plus vite? Encore une fois, je ne suis pas, moi, dans l'idée il faut donner des prérogatives tout de suite, comme ça. Je crois que ça doit vraiment faire l'objet d'une discussion entre le régulateur, en l'occurrence le CNAPS, les sociétés de sécurité privées, un certain nombre, effectivement, de grands donneurs d'ordre, beaucoup d'acteurs, finalement, pour savoir non seulement ce qu'il est possible de faire juridiquement, mais ce qu'il serait utile de faire. Est-ce que, par exemple, il faut avoir un statut aggravant lorsqu'on s'attaque à un agent de sécurité privée? Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, en vient aux mains, en vient à se battre, en vient à agresser un agent de sécurité privée, encourt des peines plus lourdes, et je vais dire décisivement plus lourdes qu'aujourd'hui? Ça se discute, mais ça pourrait être un élément. Encore une fois, je pense à Crépol. Visiblement, les agresseurs, ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes à s'en prendre aux agents de sécurité privée. Est-ce qu'ils ont le sentiment que finalement, ça ne pose pas davantage de problèmes que s'ils le faisaient avec d'autres citoyens? Moi, je pense que c'est une question. Après, pour le reste, il faut aussi faire attention de ne pas aller trop loin. Que ce soit, par exemple, sur l'aspect des palpations, des fouilles de sacs, etc. Est-ce qu'il faudrait donner d'autres prérogatives? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin que l'inspection visuelle? J'allais dire, dans un cadre classique, sans passer un certain nombre d'accréditations, faire en sorte de pouvoir mettre la main dans un sac et pas simplement de faire semblant de sous-peser pour voir s'il y a un objet. Est-ce qu'on doit être encore plus intrusif? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la question se pose, et surtout, je pense qu'elle se pose en fonction des endroits. C'est-à-dire que moi, je suis un grand partisan de proportionner les prérogatives au lieu. C'est-à-dire que si, par exemple, on emploie des agents de sécurité privée dans un service public, peut-être que dans ce cadre-là, alors bien évidemment, il faudrait avoir la formation adéquate, on pourrait avoir d'autres prérogatives, et encore une fois, je pense que ces prérogatives devraient être liées également à des compétences. Je m'explique, si vous êtes dans un service public, il serait bon d'avoir quelques capacités de négociation communicationnelle, de désescalade, de faire baisser les tensions, parce que vous êtes dans un service public, vous êtes là pour rendre un service aux gens, vous n'êtes pas sur un site ultra sécurisé, ou même vous n'êtes pas la société de sécurité privée qui s'occupe de l'école militaire ou d'un site du ministère de la Défense. Des formations que reçoivent une bonne partie des maires de France, justement, grâce à la gendarmerie et la police. Oui, alors là c'est quand même un petit peu différent, parce qu'on demandera aux gendarmes ou aux policiers, effectivement, de permettre aux élus de se mettre dans une situation, j'allais dire, moins difficile. Là, moi, je parle un peu d'autre chose. Je parle d'un savoir-faire permettant à un agent de sécurité privée de déjà détecter s'il a affaire à un profil un peu complexe, avec un trouble de la personnalité, s'il y a des formules à pas prononcer, si on peut l'apaiser un petit peu, si tout de suite il vaut mieux faire appel aux forces de l'ordre. L'agent de sécurité privée lambda, aujourd'hui, ne les a pas forcément, et dans certains cas, notamment dans les services publics, par exemple, il pourrait être un irritant et pousser à ce que la situation monte en pression. Donc moi, je suis vraiment pour le fait qu'on considère les agents de sécurité privés comme une forme également d'acteur de la désescalade. Et ça, en plus, ce serait très valorisé. Il est acteur de la désescalade, il est facteur d'alerte des forces de l'ordre, des professionnels qui vont intervenir. Donc c'est une réflexion de fond, c'est pas simplement quelle prérogative. Mathias Boisard, sur ce point de vue d'Éric Delbecq, est-ce que vous le partagez?
suis assez d'accord sur un peu l'aspect de médiation, hein, que peut jouer un agent de sécurité. Bon, d'abord, en termes de prérogatives, aujourd'hui, c'est à ça que correspond son intervention, puisqu'il ne peut pas aller plus loin. Mais vraiment pour l'encadrer, on le constate aujourd'hui déjà, hein, il y a des formations, hein, qui sont dispensées à nos agents de sécurité, selon le public au contact duquel ils sont, pour adapter la réponse, pour avoir la bonne attitude. Donc c'est clairement dans cette direction, en tout cas dans les entreprises comme la nôtre, dans cette direction que l'on va, sont les attentes des clients. Donc le dispositif, il existe, les formations, elles existent, les agents n'attendent qu'une chose, c'est de monter en compétences, les clients également. Voilà, donc il faut trouver le bon alignement, mais clairement, il y a un bénéfice à en tirer pour le public au sens large. Pour terminer, la sécurité privée, on peut le dire, est en quelque sorte supervisée par le CNAPS. Le CNAPS, c'est l'État. Est-ce que finalement les politiques, et plus particulièrement le gouvernement, est vraiment convaincu de tout ça? Est-ce qu'on ressent ça ou pas? On a l'impression qu'il repousse ce pas en avant à faire avec la sécurité privée? Il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre une forme d'enthousiasme nécessaire, parce qu'il y a une chose qui s'appelle les JO 2024 qui va nécessiter qu'on mette l'accent sur la sécurité privée, et un enthousiasme structurel qui a vraiment compris les chemins du futur et qui dit qu'il va falloir sérieusement qu'au-delà des JO, on s'intéresse à la rénovation du concept de sécurité intérieure, parce que, je vais être très clair, il y a quelques pionniers dans l'État, il y en a toujours eu, qui ont compris que c'était nécessaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est également convaincu, et encore une fois, dans le passé, je me suis attaché à ces questions de manière forte, directe et essentielle, et je crois qu'il y a un gros travail de conviction à faire, y compris sur les publics. Je veux dire, dans l'éducation nationale, qui est un bon exemple, ou dans le secteur de la santé, on a encore des gens qui ont besoin un petit peu d'être évangélisés, convaincus que ce sont de bonnes solutions, parce que ça fait aussi partie de l'administration. Il n'y a pas que les policiers et les gendarmes. Et quant aux policiers et les gendarmes, je crois que ce sont des gens pragmatiques. Si progressivement on a des effectifs qui montent en compétences, en qualité, en éthique, bien évidemment, ils auront à cœur de travailler avec eux, mais il y a encore un pas qui reste à faire. Émile Leclerc, quand est prévu le prochain baromètre Odoxa fiduciaire de la sécurité? En début d'année 2024. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des pistes qu'on peut nous donner? Pas encore sur la sécurité privée, encore quand même? Probablement, il y aura encore des questions. Forcément, on va probablement aussi se préoccuper des JO qui approchent à grands pas. On a déjà investigué le sujet, mais c'est intéressant de voir comment ça évolue. Donc voilà, ça va être défini dans les semaines qui viennent, et on vous dira rapidement sur quel sujet il portera en début d'année 2024. On communiquera bien évidemment via déjà notre newsletter. Et puis je vous propose qu'on se retrouve, messieurs, en début d'année peut-être pour voir comment évolue le sentiment des Français, si ça vous va. Et d'ici là, Odoxa fera tout et ira assister même à toutes les compétitions pour apporter une mesure précise des événements. Merci à vous en tout cas d'être venu sur le plateau et sur cette chaîne ANews Sécurité, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les émissions. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.